Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de traiter le sujet des stratégies de construction de patrimoine à long terme et de voir pourquoi on a une majorité de Français aussi importante qui échoue complètement au cours de sa vie dans cette démarche. Alors les chiffres, ils sont vraiment frappants. Lorsqu'on regarde les déciles de patrimoine net qui existent, c'est des statistiques de l'INSEE. Bon, la médiane du patrimoine net des Français à 124 000 euros. Et au neuvième décile, donc les 10%, au niveau des 10% les plus riches, on est à 633 000 euros de patrimoine net. Ici, vous avez le patrimoine qui est donné par classe d'âge. Et vous voyez que même dans la classe d'âge qui serait censée avoir accumulé du patrimoine tout au long de sa vie en quantité importante, c'est-à-dire la classe 60-69 ans, on est à peine au-dessus de 200 000 euros en médiane. Donc c'est très peu et en plus, il y a une bonne partie de ce patrimoine net dont je vous parlais qui est formé par l'immobilier, principalement la résidence principale et les actifs financiers là-dedans occupent une place très faible, donc les actifs financiers qui rapportent, hein. Au niveau de la médiane, on doit être à moins de 10%, donc c'est moins de 10% des 124 000 euros que je vous citais, ça veut dire qu'on doit en être à peu près à 10 000 euros, c'est infime. Puisque donc après ils ont, donc cette catégorie médiane a aussi des comptes, mais c'est des comptes sur livret ou des comptes en espèces qui rapportent quasiment rien, donc ce ne sont pas des vrais actifs financiers. Et si on se place au niveau des classes aisées à 80-90%, donc dans les 20 ou 10% de déciles, donc les 20 ou 10% les plus aisés, là, on arrive à un patrimoine financier qui fait à peu près 30% du patrimoine global. Donc, il faut prendre 30% ici, par exemple, de 500 000 euros, ça fait 150 000 euros. C'est pas énorme, hein, si vous êtes à 150 000 euros de patrimoine financier à la fin d'un projet de construction d'épargne, c'est pas avec ça que vous allez changer votre vie radicalement. Par contre, évidemment, lorsque vous êtes en cours de construction d'épargne, on peut avoir beaucoup moins, ça c'est tout à fait normal, hein, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, OK. Mais, il faudrait arriver évidemment à nettement plus que ça pour pouvoir changer significativement sa vie à partir, de son projet d'épargne. Et donc voilà, ça c'est en quelques chiffres, que je voulais vous donner. Si on regarde par âge, hein, donc dans le 9e décile, les 10% les plus riches à 60 et 69 ans, donc ceux qui devraient vraiment avoir réalisé leur projet d'épargne complètement, ben, on est à 677 000 euros, dont à peu près, comme je vous disais, les 30% d'actifs financiers, ça fait encore que 200 000 euros. Donc si on a un taux d'échec aussi important, c'est évidemment, parce que la stratégie utilisée au départ est mauvaise. C'est-à-dire que les ménages, deviennent propriétaires beaucoup trop tôt. Ils investissent, massivement dans leur résidence principale, donc ça c'est valable pour toutes les classes moyennes, hein, à partir du 20e ou du 30e, percentile jusqu'au percentile 95. Vraiment une immense majorité des classes moyennes et il y a que les 1% les plus riches de la population qui adoptent la bonne stratégie en consacrant une majorité de leur patrimoine aux actifs financiers comme on le voit ici. Et eux, effectivement, quand ceux qui choisissent cette voie-là réussissent. Alors maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi autant de ménages, choisissent, cette voie, plus ou moins suicidaire qui ne fonctionne absolument pas. Alors que, on devrait savoir que ça ne fonctionne pas. Enfin, l'expérience, au bout de dizaines d'années, d'essais infructueux, devrait enseigner aux ménages qu'il ne faut pas procéder ainsi. Alors cette question, elle n'est pas spécifique à la France. On la retrouve ailleurs, en Europe. Ici, vous avez un graphique sur la concentration de différentes classes d'actifs, c'est-à-dire, quel pourcentage de classes d'actifs est détenu par les 10% les plus riches et par les classes moyennes aisées, c'est-à-dire on va dire de la médiane jusqu'au percentile 90. On voit que les classes moyennes aisées, elles ont, en jaune ici, elles ont beaucoup de prêts,
Ici, des prêts immobiliers, d'autres prêts à la consommation. Elles ont la résidence principale et de l'immobilier physique, en masse et elles ont très peu d'actifs financiers qui rapportent. Elles ont aussi, donc ces classes moyennes aisées, des comptes espèces, des comptes surlivrés, donc des actifs improductifs. Donc il y a une dominante d'actifs qui ne rapportent pas, alors que les classes, les plus riches, les 10 les plus riches, concentrent, une grande majorité des actifs qui rapportent, c'est-à-dire des obligations, des actions et des fonds d'investissement. Même aux États-Unis, hein, on a presque le même type de problème, c'est-à-dire que les classes, à revenus médians, ont un patrimoine assez faible qui est centré sur la résidence principale. Ils ont quand même, quelques actions parce qu'ils se doivent avoir là-bas réglementairement des fonds de pension, donc ils ont par ce biais-là une petite exposition aux actifs financiers à risque, mais pas grand-chose. Après, les actions en direct, c'est infime. Alors que chez les plus riches, la part des actions ici, et produits associés à un fonds d'investissement en actions, vous voyez, devient, largement supérieure à celle de la résidence principale qui n'occupe, quasiment plus de place et donc dans ce qu'ils appellent le upper income, donc les classes, vraiment aisées sans être ultra riches, on a déjà une part significative qui est en actions et aussi en actifs professionnels, hein. C'est un autre moyen évidemment l'entrepreneuriat, l'actif professionnel, de constituer une richesse importante. Alors pourquoi, autant de ménages, s'engagent vers une voie sans issue, qui est, l'achat de la résidence principale, tôt dans la vie, qui détruit la capacité d'épargne? Je pense qu'il y a un problème, psychologique de ce qu'on appelle de delay discounting, c'est-à-dire, de capacité à viser une récompense future plus importante en échange, de ne pas toucher la récompense, immédiatement. Lorsqu'on décide d'acheter, son logement à 30 ans, bah, c'est le rêve immédiat de devenir propriétaire, d'avoir sa maison, et donc c'est quelque chose, c'est typiquement une récompense immédiate. Le problème est que ça va détruire, lorsqu'on prend un gros emprunt, pour avoir cette résidence principale et qu'on emprunte au maximum de sa capacité d'épargne, et ben, on détruit sa capacité d'épargne pour d'autres actifs sur une durée de 15 ans, 20 ans, voire plus parfois. Donc les caractéristiques, les traits de personnalité qui conduisent, à avoir un delay discounting bas, c'est-à-dire, une capacité, à chercher des récompenses futures, importantes plutôt que des récompenses immédiates. On a le QI élevé, les caractères introvertis et la faible impulsivité. Donc ces traits-là, sont caractéristiques des personnes qui ont ce qu'on appelle un delay discounting très bas et qui vont vraiment privilégier le futur, de long terme, sur l'instant présent. Donc, pour avoir un bon projet de construction financière dans la vie, construction d'indépendance financière, il faut avoir un delay discounting bas, ça c'est clair. Tout en étant, comme je le dis, conscient, des délais parce que l'âge, enfin l'espérance de vie en bonne santé, à la naissance, c'est 65 ans et si vous arrivez à 65 ans en bonne santé, vous avez une espérance de vie en bonne santé qui dure encore, en moyenne une dizaine d'années, donc ça va jusqu'à 75 ans. Ça, c'est pour vous donner des ordres de grandeur, moyens. Donc, qu'est-ce qui va amener maintenant à avoir un delay discounting trop haut, c'est-à-dire à privilégier l'instant présent et à ne pas se projeter suffisamment dans le futur? Je pense que beaucoup de personnes, souffrent, d'un besoin de reconnaissance sociale élevé. Vous avez dans la vie 2 grandes sources de dépenses qui sont le logement, donc la résidence principale, notamment et le transport et ce sont 2 moyens d'afficher son statut social, important. C'est-à-dire qu'avec, une belle maison, un bel appartement, une belle voiture, vous pouvez montrer aux autres que vous avez réussi, et ça, les personnes qui ont un besoin de reconnaissance sociale important et qui vont dépenser de l'argent pour ça, vont détruire, leur capacité d'épargne sur une longue durée. C'est-à-dire qu'elles vont,
elles vont prendre comme je vous disais, un crédit sur 20 ans. Elles vont demander à la banque d'aller au maximum de ce qu'elles peuvent emprunter pour acheter le logement le plus grand possible, la plus belle voiture possible en fonction de leur capacité, enfin, en fonction de leurs revenus. Résultat, ils ne peuvent plus rien épargner en actifs financiers pendant 20 ans. Et bon, l'âge moyen des primo-accédants, c'est 31 ans en France, j'ai regardé. Ça me paraît assez insensé, quoi. Moi, j'ai attendu, vous voyez, là, j'ai 52 ans, je vais avoir 52 ans. Je commence à construire aujourd'hui ma résidence principale. J'ai été locataire tout au long de ma vie, depuis mon entrée dans la vie active à 21 ans. Donc, j'étais locataire à peu près déjà une trentaine d'années. Je suis toujours locataire, hein, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Et maintenant, j'ai aucun problème pour acheter ma résidence principale en cash ou en prenant un petit emprunt si j'en ai envie, mais cette résidence principale ne dépassera pas en aucun cas un tiers de mon patrimoine global. Ça veut dire que je vais continuer à avoir une large majorité d'actifs financiers dans mon patrimoine. Ensuite, il y a un problème de conformisme social, je pense, et imiter ce que font les autres. Ben voilà, tout autour les ménages voient que leurs amis deviennent propriétaires à 30, 32 ans. Donc, ils se disent, ah ben, il faut faire pareil parce que c'est ce que tout le monde fait, ce qui est complètement idiot, évidemment. Moi, on m'en a parlé hein, quand j'étais jeune. Ah, mais pourquoi t'achètes pas? Pourquoi tu deviens propriétaire? Pourquoi tu ne deviens pas propriétaire? Je dis, ça me paraît pas du tout sensé, c'est tout. Après, il y a un argument qui tient plus la route, on va dire, qui se défend, qui est la conviction que des rendements élevés sont impossibles à atteindre. Donc, c'est sûr que si vous pensez qu'il n'y a aucun moyen sur un placement financier durablement d'obtenir des rendements à plus de 4 ou 5 il vaut mieux abandonner la partie, ça se calcule, ça se vérifie par le calcul. Et dans ces cas, effectivement, le choix de prendre la résidence principale jeune se comprend tout à fait. C'est un problème, là encore, de delay discounting. Si vous avez du 4-5% de rendement sur vos placements financiers, vous n'arriverez pas avec ce rendement à construire suffisamment tôt dans votre vie un montant suffisant pour en profiter avant de ne plus être en bonne santé, à moins d'avoir un montant initial vraiment important. Et après, pour une partie de la population, il y a la conviction que l'État assurera sa retraite, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et là, c'est évidemment une lourde erreur, hein, puisque les rapports de force entre actifs et inactifs dans la société vont changer de plus en plus. Et à un moment, les actifs vont en avoir assez de financer les inactifs par un système de retraite par répartition qui leur est de plus en plus défavorable. Et ça va se terminer tout simplement par soit une baisse des pensions, moi j'y crois pas tant que ça, pas si massif que ça, mais je pense plutôt à un gros recul de l'âge de départ à la retraite vers 67, 68 ans sans doute. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, si vous voulez réussir sur la voie de l'indépendance financière, vous devez absolument vous libérer de tout besoin de reconnaissance sociale. Et c'est valable pour plein de choses dans la vie. Si vous vivez en fonction des autres, du regard des autres, vous perdez toute votre liberté, vous devenez esclave. Et ça, c'est une source d'échec majeur. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, à moins que votre plaisir dans la vie soit la reconnaissance sociale des autres. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours été totalement étranger. J'en ai absolument rien à faire. Ensuite, se libérer du conformisme social, ça rejoint un peu l'item précédent. Donc là encore, hein, ne tenez pas compte de ce que font les autres. C'est votre projet qui est important, c'est votre trajectoire. Et si vous imitez, puisque on voit que 90% en gros de la population échoue dans sa stratégie de construction de patrimoine, si vous les imitez, bah, vous échouerez aussi évidemment. Donc là, surtout, ne faites pas comme les autres en matière de stratégie de construction de patrimoine. Ça, c'est une évidence. Ensuite, bah, vous devez définir un projet à long terme sur 10 ans, 20 ans, voire plus. Et vous devez connaître le taux de rendement qui est nécessaire pour y parvenir. En général, ça va être au moins 10% et parfois ça pourra aller à 15% en fonction de votre capacité d'épargne.
Alors après, évidemment qu'on peut avoir des rendements largement au-dessus de 5 avec, de l'épargne financière, mais il faut sortir des sentiers battus. Si vous allez voir, votre banque et que vous mettez, en place un plan d'épargne régulier de quelques centaines d'euros par mois sur un profil, de gestion, ce que la banque vous définira comme gestion équilibrée, c'est sûr que vous n'arriverez à rien. Vous ferez la performance des grands indices, une moyenne entre la performance des grands indices actions et les fonds monétaires, et ça ira pas plus loin, donc ça va pas être brillant. Heu, Ensuite, bien sûr, dans votre construction de projet, n'oubliez pas de tenir compte des chiffres que je vous ai donnés sur l'espérance de vie en bonne santé. Donc, si votre projet vous amène, à obtenir un résultat à 75 ans, c'est pas bon, il faut que ce soit bien avant, sinon vous pourrez pas en profiter suffisamment longtemps. Et démarrer jeune, n'oubliez jamais que les petites, épargnes quand on est jeune, valent de l'or puisque, donc 1 € épargné à 25 ans, c'est la même chose que 4 € épargnés à 40 ans en termes d'impact, sur le résultat final à 50 ou 60 ans, si on a par exemple un rendement de 12. Donc, le voilà, la base en fait, pour réussir un projet de construction de patrimoine, mmh, facilement, c'est qu'au départ, quand vous êtes encore jeune, limitez-vous un petit peu, ça c'est du delay discounting aussi, limitez-vous sur les dépenses de logement et transport. Ne voyez pas trop grand en termes de loyer. Si vous voulez absolument devenir propriétaire à 30 ans, OK, mais dans ces cas, ne le faites pas au maximum de votre capacité d'épargne. Visez petit dans un premier temps, pour pouvoir, avoir une épargne financière importante et acheter, ensuite une résidence principale plus belle, pourquoi pas au bout d'une vingtaine d'années, mais réduisez quand vous êtes jeune, vos dépenses, inutiles. Même la voiture, c'est exactement la même chose, hein, pour vous dire, j'ai un patrimoine, actuellement qui est à peu près à 1,5 million. Ma voiture, c'est une Dacia Sandero qui a, 100 maintenant elle doit avoir 190 000 kilomètres, avec une tente de toit dessus, ça pour moi, ça a aucune importance. C'est-à-dire que la voiture, c'est juste une caisse, avec un fauteuil dedans qui va m'emmener d'un point A à un point B. Heu, je vais pas dépenser de l'argent là-dedans. Le jour où il y a de la conduite autonome, une vraie conduite autonome, OK, là, je suis prêt à mettre 50 000 € dans une voiture, pas de problème, parce que là, je vois l'avantage, énorme que ça va m'apporter en termes de temps libre. Une voiture qui ferait de la conduite autonome me donnerait des milliers d'heures de temps libre et ça vaut de l'or pour moi. Le temps libre, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Là, oui, je serais prêt à investir un gros prix là-dedans. Mais pour l'instant, non, parce que une voiture à 40 000 ou 50 000 ou 80 000 € et une voiture d'occasion à 6 000 €, pour moi, va offrir quasiment, les mêmes prestations par rapport à l'usage que j'en ai. Donc, je vais pas dépenser d'argent là-dedans, ça c'est évident. Puis une dernière chose sur la transmission, c'est bien évidemment de laisser, quelque chose à vos enfants si vous le souhaitez, mais pensez à vous d'abord, hein. C'est pas à vous d'assister vos enfants, tout au long de leur vie. Vous connaissez le proverbe chinois qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que lui donner du poisson. Ben, votre rôle de parent, c'est d'apprendre à pêcher à vos enfants, c'est pas de leur donner du poisson, toute leur vie. Donc, faites-vous plaisir, hein, n'allez pas, construire tout votre projet de patrimoine sur la transmission, ça serait un petit peu absurde, je pense. Donc voilà pour, l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Je voulais finir cette vidéo quand même par une petite simulation, une comparaison entre le fait de devenir propriétaire, par exemple à 30 ans et celui de rester locataire, de 30 à 50 ans et d'acheter, ensuite sa résidence principale parce que beaucoup disent, «Bah, les loyers, c'est à fond perdu, c'est complètement stupide». Donc voilà ce qu'il en est. Imaginons qu'à 30 ans, vous vouliez acheter un bien de 300 000 €. Vous empruntez, avec les taux standards du marché aujourd'hui qui sont intéressants, 3-4, c'est pas ça reste des taux d'intérêt assez attractifs. Vous aurez une mensualité de 1 800 €. Bon, ça va représenter un petit peu moins de 22 000 € par an.
et vous aurez en moyenne à payer sur votre bien des charges de l'ordre de 2% par an qui sont la taxe foncière, les travaux d'entretien de votre logement, les charges de copropriété si vous êtes en appartement. Tout ça mis bout à bout, les études montrent qu'en moyenne, on est à peu près à 2%. Donc vous allez rajouter à vos 21 000, enfin, le calcul est aux alentours de 21 700, vous allez rajouter encore 6 000 euros, c'est-à-dire 2% de 300 000, et vous arriverez à peu près 27 700 euros par an à payer pendant 20 ans pour acquérir totalement ce logement, pour rembourser votre prêt et payer les charges. D'un autre côté, si vous êtes locataire, alors les rendements locatifs bruts moyens actuels dans les grandes villes sont autour de 5%. Ça veut dire que vous pouvez, en moyenne, c'est pas vrai partout, hein, mais en moyenne, vous pourrez trouver un logement en payant à peu près 5%, donc un logement équivalent à celui que vous auriez pu acheter. Pour trouver l'équivalent en loyer, vous allez payer à peu près 15 000 euros par an. Il faudra peut-être dans certains endroits chercher un peu, mais c'est la moyenne. Si vous êtes à Paris, ça sera, ou dans des très grandes villes, ça sera même moins en fait, ça sera plutôt 12 000, 13 000 euros par an. Donc ça sera encore plus avantageux, mais voilà. Alors la différence, ça va être, dans un cas, vous payez 27 700, dans l'autre cas, vous payez 15 000 et vous aurez une capacité d'épargne financière annuelle de 12 000, un petit peu plus de 12 000 euros. Alors voyons ce que ça donne, hein. J'ai fait une petite des simulations. Si vous êtes à 12% de rendement, et vraiment, je pense que dans les lettres que je propose à mes abonnés, j'ai vraiment prouvé que ce rendement est largement possible, même on peut faire nettement mieux. Moi, tout au long de ma carrière d'investisseur, j'ai fait mieux sur le long terme que 12%, mais on va être modeste, on va dire 12% avec des placements bien choisis, principalement en bourse. Vous avez 0 investissement initial au début, à 30 ans, on va dire, allez, vous n'avez aucune épargne. Vous avez votre capacité d'épargne supplémentaire, comme je vous ai dit, donc on avait dit aux alentours de 12 700, ce que vous pouvez avoir économisé en étant locataire. Donc je mets ça pour les années 1 à 10, 11 à 20 en réévaluant avec l'inflation, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 20 ans, avec ce régime-là, vous obtiendrez en monnaie constante, donc je dis bien en corrigé de l'inflation, 686 000 euros. Ça correspond à une valeur en monnaie courante de 1,2 million. En fait, vous aurez 1,2 million au bout de 20 ans, mais avec l'inflation, c'est 1,2 million. Ils seront équivalents à 686 000 euros aujourd'hui. De l'autre côté, votre logement que vous avez acheté à 300 000 euros, il vaudra toujours 300 000 euros en monnaie constante, en admettant que son prix suive à peu près l'évolution de l'inflation. Sans doute, bien sûr, il vaudra plus en monnaie courante, hein, il vaudra aux alentours de 600 000 euros en monnaie courante, mais en monnaie constante, vous aurez un bien qui vaut 300 000 euros. Donc là, vous aurez 2 fois plus, en fait. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, en étant locataire, vous pourrez payer cash votre logement avec les 300 000 euros de monnaie constante et il vous restera encore 386 000 euros pour pouvoir construire une épargne financière et continuer ensuite à faire que votre épargne continue à prospérer largement. Par contre, effectivement, ce que je vous disais aussi, c'est que si on n'arrive pas à avoir des taux d'épargne importants, si vous êtes sur des produits très standards qui vous rapportent 4 ou 5% par an, on va mettre 5% par exemple, là, au bout de 20 ans, vous arrivez à 312 000 euros, c'est-à-dire à peu près la même chose que ce que vous auriez en achetant votre résidence principale et en n'épargnant rien à côté. Donc là, ça se discute effectivement. C'est là, voilà. Mais vraiment, je le répète, on peut viser beaucoup plus haut que ça avec une stratégie d'épargne financière bien construite. Voilà pour cette petite simulation, hein. Donc surtout, n'oubliez pas que dans votre vie, il faut accorder une priorité
importante à l'épargne financière, ne pas compter, trop sur la résidence principale, modérer vos dépenses en matière de logement et de transport et là, vous arriverez certainement à de bons résultats, en termes de construction de patrimoine, et d'arriver, à une indépendance financière suffisamment tôt dans votre vie. Donc moi, je suis là pour vous aider, dans cette démarche, évidemment avec, les lettres de conseil, que je propose qui permettent, de viser des retours sur investissement qui ne sont pas ceux qu'on propose dans les réseaux bancaires, habituels. Donc vous trouverez les liens bien sûr en dessous de cette, vidéo vers, ces lettres, que je propose. Une dernière chose, hein, dans votre, approche de la vie, essayez le plus possible, de vous comporter en homme ou femme sigma, c'est-à-dire de vous libérer du besoin de reconnaissance sociale, du conformisme social et de suivre votre trajectoire, complètement indépendamment de celle des autres.